Bonjour tout le monde et puis bienvenue à ce webinaire. On est jeudi à 19 heures, on est jeudi le 10 juin. Je suis Rose Cathy, étudiante générale à Connecticut Canada. C'est l'organisation qui vous amène le programme ISOR et c'est à travers ce programme ISOR qu'on offre cette série de webinaires qui vous permettent de répondre aux questions que vous avez dans votre cheminement en entrepreneuriat. Que vous ayez commencé votre entreprise ou que vous pensiez en lancer une. Depuis 3 ans, on pilote ce programme. On a eu à rencontrer plusieurs entrepreneurs qui posent des questions quand ils viennent pour leur accompagnement. Alors, on a pensé qu'au lieu de juste répondre à un entrepreneur ici et là, vaut mieux amener ce sujet pour que ça puisse aussi bénéficier à plusieurs d'entre vous. Alors, on a une série de webinaires qui ont été programmés. On aborde un thème par semaine. La présentation, c'est toujours que le webinaire est live le mardi et on a une animatrice invitée ou un animateur invité qui a l'expertise sur le sujet, qui vient vous présenter le webinaire le mardi en live. Et puis, le webinaire est repassé le jeudi soir et samedi à 10 heures pour permettre aux personnes qui n'ont pas pu être là à live de pouvoir revivre le webinaire et avoir l'information et ne rien rater. Alors, cette semaine, le thème qu'on a, c'est Branding Plan versus Business Plan. L'idée, c'est juste que la plupart du temps, dehors, quand on parle d'entrepreneuriat, tout le monde entend business plan, business plan, business plan. Ce qui fait que les gens sont tellement concentrés sur le business plan qu'ils oublient qu'il y a d'autres plans qui sont vraiment aussi importants pour la réussite d'un business et qui sont importants pour maîtriser les opérations d'un business, qui sont importants pour s'assurer qu'on met toutes les chances de son côté pour réussir dans son business et que c'est très important de ramener tout le monde à comprendre l'importance de ces plans et de pouvoir les mettre en place et de décider parce que l'histoire du business plan, c'est pas tout le temps qu'on a besoin d'un business plan pour démarrer. Et parfois, on a peut-être intérêt à mettre l'accent sur plein d'autres plans qui ont, par exemple, le plan de commercialisation, par exemple, aussi ton plan opérationnel, par exemple, au niveau des ressources humaines. C'est là aussi, donc, que le branding. Parce qu'aujourd'hui, on est à une autre époque où les médias sociaux sont arrivés, l'Internet a pris beaucoup plus d'ampleur aujourd'hui. Il y a d'ailleurs certains business qui se gèrent à 100% en ligne. Et donc, si tu as ce genre de business ou que tu utilises le numérique pour pouvoir avoir une présence, peut-être qu'il faut que tu penses à un plan pour ton image, qu'est-ce que les gens pensent. Alors, c'est pour cela que ce webinaire a été pensé pour permettre aux gens de comprendre vraiment l'importance de mettre aussi l'accent sur ce plan-là et de bien le travailler, développer ses stratégies, parce qu'aujourd'hui, parfois, on ne se rend pas compte, mais la façon dont ton site Internet a été pensé peut tuer ton business, peut être en train de tuer ton business sans que tu le saches. La façon dont tes pamphlets et tout ça là peuvent être en train de tuer ton business pendant que tu te tues à monter, à faire des efforts, à monter des choses. Alors, c'est là que c'est très important de pouvoir penser à ce plan-là aussi et de déterminer à quel moment il est important. Parfois, il est peut-être même plus important que le plan d'affaires. Alors aujourd'hui, pour cette semaine, on avait une invitée vraiment très spéciale, très exceptionnelle. Elle a fait un webinaire exceptionnel que je vous amène à réécouter. C'est Hermine Bondo. Elle est présidente et CEO de sa compagnie Before Brand qu'elle a créée ici au Canada, à Toronto précisément. Et elle est vraiment spécialisée sur les questions de développement continu pour affirmer l'image de marque d'une entreprise. Comment définir ces choses-là, comment il faut développer son contenu, et ainsi de suite. Et puis, on a pensé qu'elle était la bonne personne pour venir vous parler du branding
et comment il faut l'envisager. Alors, je vais situer le webinaire et que je vais vous amener à écouter euh, et pour revivre tout ce qu'elle a enseigné cette semaine. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire. Ça me fait plaisir de vous accueillir. C'est la première fois, en fait, que je suis là en personne. Je suis Rose Cathy Handy. C'est juste pas. Alors, j'essaie de le positionner. Je sais que je suis allée trop loin encore. Jusqu'à quelque temps, je vais positionner le webinaire. Oh, il y avait eu un petit souci au départ pour euh, mettre le truc live. Et puis, aussitôt que j'arrive à le positionner, c'est que, et si là, le système ne me permet pas de savoir où j'en suis, et ça me fait le mettre un petit peu plus loin qu'il ne faut. OK, voilà. Bon, on va commencer par là, et puis, donc, j'espère qu'il y en a d'entre vous qui sont entrepreneurs et qui sont aussi en démarrage. Et j'aurai des petits conseils, des choses ce par quoi je suis passée par moi-même et du coup, des petits conseils à donner que j'ai très hâte de partager avec vous quand mon fichier sera téléchargé. Alors, normalement, ça devrait plus être long. On va y arriver. ça va pas tarder, ça va arriver, la présentation. Et il y avait un petit pépin. J'ai pas réussi à recadrer la vidéo pour enlever les parties. Alors, juste un peu de patience, ça va. Yes. Ça va aller. Okay, now let's see. OK, share. OK. Donc là, en fait, mon PowerPoint, je le vois comme ça. Alors, comment est-ce que je l'agrandis? Rose, je suis désolée de t'embêter. Est-ce que tu sais que d'ici comment on agrandit le PowerPoint? Ou Maria? Il y a un bouton qui dit Maximize. Il y a un point sur ton écran qui dit Maximize, qui a comme deux flèches. Flip, bounce. Alors, j'ai non-slide, fade, drop-in, zoom-in, flip, rotate, roll, bounce. Non, ça devrait pas être. Regarde sur l'écran où il y a si tu cliques sur Start, do you have Start, le truc Oui. Oui. OK. There you go. OK. Alléluia. On va y arriver. OK. Bonjour, on recommence. Bon, bah, ça a pris une dizaine de minutes, la technologie. Voilà. Donc, du coup, je suis ravie d'être là avec vous cet après-midi. On va parler business plan et puis branding, donc la marque et image de marque. En fait, deux choses très importantes, comme je vous le disais, à prendre en considération lorsqu'on se lance. Alors, comme je me présentais, bonjour, je m'appelle Hermine, on recommence. Fondatrice de Before Brand, qui est une agence bilingue en anglais et en français,
spécialisée dans le storytelling, qui est une technique narrative. En gros, en fait, on crée différents types de contenus pour mettre en avant les marques et leurs histoires sur différents supports. Pour commencer, du coup, au lieu d'un grand discours, j'espère que ça va marcher. Par contre, ce que j'avais mis ne marche pas sur les trucs. Okay. Bon, bah tant pis. Non. Ok, bon, bah c'était le manifeste qu'on ne pourra pas voir parce que le fichier PowerPoint ne permet pas en fait de voir les vidéos qui étaient intégrées dedans. C'était juste un manifeste de présentation de l'entreprise. Sinon, ce qu'on fait, grosso modo, chez Before Brand, c'est qu'on aide les entreprises, en fait, en termes de stratégie, de marque, de conception, c'est-à-dire de design, de création de contenu. On a aussi des programmes d'ambassadeurs et on a une nouvelle plateforme pour aider les entrepreneurs sociaux qui s'appelle le Global Impact Hub. Alors, voyons. Alors, on va commencer par le plan d'affaires. Je voulais savoir, en fait, parmi vous, s'il y a des gens qui sont entrepreneurs et surtout s'il y a des gens qui ont déjà, en fait, créé un plan d'affaires. Si vous pouvez le mettre dans le chat, je serais très intéressée de savoir, en fait, s'il y a des entrepreneurs parmi nous et des gens qui ont déjà fait un plan d'affaires. Comme ça va aussi se permettre de se présenter. Je ne sais pas si j'arrive à lire le chat. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Bon, on a peut-être des timides. En tout cas, en ce qui concerne le plan d'affaires, c'est un document pour ceux qui l'ont fait. C'est un document qui est un document stratégique qui va vous permettre... Edith. Bonjour Edith, entrepreneur. Ok, super. J'ai des bribes de plan d'affaires. Super. Merci Edith de ce partage. Donc, le plan d'affaires est un document très important, qui est un document vraiment stratégique qui va vous permettre en fait d'étayer vraiment comment vous allez mener à bien votre projet. Et les informations en fait qu'on trouve très souvent et qui sont comme un leitmotiv, grosso modo, peu importe le plan d'affaires. En gros, au début, vous allez mettre en avant le profil de votre entreprise. Vous allez dire qui vous êtes, votre mission, votre vision, présenter votre projet, etc. Il y a ensuite une partie qui est l'analyse du marché. C'est une analyse SWOT, c'est-à-dire, grosso modo, vous allez faire une analyse interne de votre entreprise, des forces et des faiblesses de votre entreprise, et une analyse externe du marché, donc des opportunités et des menaces de ce marché. Il y a ensuite un volet de stratégie marketing. Quelles sont les stratégies? Par exemple, comment est-ce que vous allez essayer d'acquérir de nouveaux clients? Sur quelle plateforme? Comment est-ce que vous allez communiquer, etc. Vous allez aussi énoncer vos besoins en termes d'infrastructure, tout ce qui est opérationnel en fait, l'infrastructure en équipement et en personnel, donc les talents dont vous avez besoin pour vous aider. Et puis, il y a la partie, moi personnellement, c'est cette partie-là qui, en tant qu'une personne créative, la partie financière, qui est très importante et que moi, en fait, vraiment, il faut que je me fasse un petit peu plus violence, mais qu'il faut absolument maîtriser. Donc, qui dit finance, dit notamment, en fait, connaître ses coûts en termes de démarrage. Faire aussi des prévisions financières, en fait, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin, au moins sur les 3 premières années, et également en fait connaître votre cash flow. En fait, le cash flow, c'est vraiment l'argent que vous avez, c'est la différence entre ce qui rentre et ce qui sort. Donc, il peut être positif si vous avez plus d'argent qui rentre qui ne sort, mais il peut aussi être négatif si vous dépensez plus que vous ne gagnez. Et puis aussi, il y a très souvent en fait une partie où on parle de ces milestones, en fait des objectifs clairs et mesurables qu'on va se mettre. Donc, je sais pas, au bout de X années, atteindre ce montant en chiffre d'affaires, etc., etc. Le plan d'affaires, en fait, c'est un document qui est extrêmement important dans le sens où
d'une part, il va vous servir en fait à évaluer la faisabilité de votre projet. C'est pourquoi en fait, si vous le faites le plus tôt, vous le faites le plus tôt de votre projet, le mieux c'est. Donc vous allez en fait au cours des différentes études et analyses que vous allez faire, vous allez en fait du coup vous rendre compte de certaines choses. Par exemple, quand vous aurez fait votre analyse du marché, peut-être en termes de stratégie marketing, vous allez vous changer votre positionnement, vous dire peut-être que maintenant je suis sur un marché. Est-ce qu'il y a un marché pour moi déjà? Répondre à cette question. Si oui, lequel? Quel est mon positionnement? Est-ce que j'ai le bon prix, etc., etc. Donc ça, c'est des questions comme ça que vous pouvez en fait répondre en faisant ces études-là. En termes, par exemple, de management, c'est aussi vous demander en fait quand vous allez essayer de prévoir votre croissance, etc. Vous demandez quel talent vous allez avoir besoin. Par exemple, si vous êtes vous faites une activité comme moi, donc j'ai une entreprise qui est une entreprise de service. Ce qu'on vend en fait, c'est vraiment notre expertise. Donc j'ai besoin de savoir en fait quel type de talent. J'ai besoin de m'entourer, de recruter pour pouvoir en fait prendre des projets peut-être plus ou moins pointus, etc. Également en termes financiers, par exemple, vous allez voir à quel moment vous allez commencer à faire des profits. Donc c'est aussi des choses qui sont importantes. Donc c'est un outil vraiment qui va vous permettre d'évaluer la faisabilité de votre projet, mais c'est également un outil en fait de gestion opérationnelle. Il faut pas en fait pour vous aider à vraiment améliorer vos chances de succès. Donc, un plan d'affaires, ça va pas être un document que vous allez remplir et que vous allez mettre dans un joli cadre et puis le placarder sur votre mur et le regarder. Non, vous allez très souvent le mettre à jour parce que c'est un document opérationnel sur lequel vous allez vous appuyer, notamment en fait pour identifier de nouvelles opportunités, anticiper des problèmes. Donc, plus vous pourrez les anticiper, moins vous aurez à gérer des urgences et également, en fait, éviter de faire des erreurs qui, peut-être sur le court ou le moyen, enfin, sur le moyen ou le long terme, pourront être assez coûteux. Ça va vous permettre également, en fait, de développer votre production, votre gestion administrative, de faire votre plan marketing, etc. Et aussi de créer en fait les différents budgets et les prévisions financières. Donc c'est vraiment un document que vous serez amené à un moment ou à un autre à mettre à jour. Alors je vais vous donner mon exemple personnel. Moi j'ai commencé mon entreprise à temps plein, donc c'était en avril 2018. Je l'ai commencé sans plan d'affaires. Mais en fait, en gros, j'avais une idée. Mon plan d'affaires était dans ma tête, mais je ne l'avais pas mis sur le papier. La chance que j'ai eue, c'est que quand j'ai commencé mon entreprise, j'étais pas en train de rechercher des clients puisqu'en fait, j'ai d'abord eu des clients et des projets avant de me lancer en entreprise. Donc, pendant la période, dès le début, je pensais pas vraiment, enfin, c'est pas que je pensais pas. Très tôt, en fait, je me suis rendu compte qu'il me fallait un plan d'affaires. Et ce serait pas un exemple que je donnerais, mais il m'a fallu 2 ans en fait pour vraiment rédiger mon plan d'affaires. Le premier qui faisait 25 pages. Et très honnêtement, je l'ai finalisé, c'était en mars 2020. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020? Quand j'ai finalisé mon plan d'affaires, c'est juste la pandémie, une grosse pandémie mondiale qui est arrivée, le coronavirus. Donc, du coup, toutes mes projections financières que j'avais faites, j'ai dû les revoir. J'ai dû revoir mon cash flow. Ça, c'est un exemple concret quand je vous dis qu'un plan d'affaires, c'est pas un document que vous allez faire et que vous allez juste le placarder. Vous allez être amené à le mettre à jour. Ensuite, c'est aussi un outil en fait de vente. Et un outil, quand je dis un outil de vente, c'est un outil pour vous vendre. Pour vous vendre dans le sens où vous allez pouvoir mieux communiquer à des tierces personnes votre projet. Vous allez en avoir besoin, notamment lorsque vous allez devoir faire des demandes de financement. C'est très souvent demandé parce qu'on essaie de voir la faisabilité, de comprendre. Les bailleurs de fonds veulent comprendre la faisabilité de votre projet. On vous donne de l'argent, donc on veut savoir si vous êtes un investissement rentable. Donc, que ce soit auprès des investisseurs ou des bailleurs de fonds pour du financement, un plan d'affaires est très souvent demandé. Et aussi, c'est aussi très pratique parce que ça vous permet d'identifier dès le début votre capital de départ. Donc, un plan d'affaires, il faut se dire qu'il n'y a pas de règles.
Il y a plusieurs modèles qui existent sur Internet. D'ailleurs, j'ai mis un lien ici où c'est un outil, la BDC qui propose en fait des modèles que vous pouvez utiliser pour des plans d'affaires. Mais il y a différents modèles. Il y a le plan d'affaires sur une page, le plan d'affaires sur plusieurs pages. Moi, comme je vous le dis, le mien, je l'ai fait sur 25 pages. Et aussi, ce qui se fait aussi très souvent maintenant, c'est le business model Canva, donc la matrice d'affaires, qui va mettre en fait sur 9 grands piliers. En fait, c'est comme une photographie de votre entreprise avec les 9 grands piliers. Voilà, et donc ça va aussi vous permettre de réfléchir à ces différents points qui sont là. Le plan d'affaires, en fait, je voulais en parler dès le début parce que c'est un outil, comme je vous le dis, c'est un outil de gestion. Le plus tôt vous en aurez un, le mieux c'est. Personnellement, si vous n'en avez pas un au début, ne vous freinez pas de ne pas commencer parce que vous n'avez pas un plan d'affaires, mais très vite vous allez vous rendre compte que vous en avez besoin d'un. Et parce qu'en fait, ça va vous permettre, en fait, quand vous avez cet outil, vous allez pouvoir comprendre et gérer les risques auxquels vous serez inévitablement, en fait, confronté en tant qu'entrepreneur. Donc, autant les prévoir, les anticiper, avoir, en fait, avoir un plan pour cela. Là, malheureusement, comme mon PowerPoint ne marche pas, c'était... Oups. OK. C'était une présentation en fait vidéo de la matrice d'affaires que je voulais vous montrer. Mais du coup, c'était aussi un type de pour ceux qui veulent pas faire un plan d'affaires de 25 pages ou de je ne sais pas combien de pages, c'est aussi une option que je vous conseille vivement entre le plan d'affaires et la matrice d'affaires. Je vous conseille vivement pour ceux qui n'en ont pas un de vous y atteler. Alors maintenant, je vais plus vous parler du branding et je vais vous demander en fait, on va se demander qu'est-ce qu'une marque. Alors sans vous montrer cela, alors comment je vous parle dans le chat. Est-ce que des gens peuvent me dire dans le chat en fait comment est-ce que vous définissez une marque? C'est quoi une marque pour vous? C'est quoi avoir une marque? Je vais donner quelques minutes. Je serais curieuse de savoir en fait ce que vous considérez, enfin, c'est quoi une marque pour vous? Ok, donc on va y aller. Alors, là, c'était la partie interactive, mais qui ne fonctionne pas. Mais du coup, en fait, je voulais vous montrer en fait ces différents symboles et photos, etc. Pour vous montrer qu'une marque, en fait, je suis sûre que si vous voyez cette virgule, vous savez que c'est Nike. Vous voyez ce dessin très célèbre, vous savez que c'est Disney parce que c'est Mickey. Cette signature, on sait que c'est KFC, la bouteille iconique de Coca-Cola, c'est la vache qui rit, Kellogg's. Là, en fait, on a deux profils différents d'utilisateurs. Et dans l'imaginaire de chacun, c'est comme ça qu'on s'imagine un utilisateur d'un Mac et un utilisateur plutôt de PC. Et là, en fait, je voulais vous montrer une identité. Ah, mais oui, merci Edith. Et là, je voulais vous montrer en fait également, là, en fait, ce sont des campagnes d'une marque de glace. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Ben & Jerry's, qui est une marque vraiment très activiste, qui fait en fait de l'activisme même politique. Elle se positionne sur beaucoup de sujets comme l'environnement, le réchauffement climatique, le commerce équitable. Elle a eu des campagnes pour inciter aux États-Unis les jeunes à aller voter. Très récemment, en fait, avec tout ce qui était Black Lives Matter, etc., l'année dernière, elle s'est positionnée sur tout ce qui est justice sociale. Bref, ce sont en fait des exemples comme ça pour vous montrer différents exemples de ce qu'on appelle une marque. Et là, je voulais vous montrer en fait une campagne de Ben & Jerry's, qui était une campagne sur le réchauffement climatique.
Donc, une marque, là, je vais commencer par la définition vraiment très scolaire de la marque. Mais en gros, par rapport à ce que vous avez vu là, on voit très bien qu'une marque, ça peut être un logo, ça peut être un slogan, ça peut être du design. Là, c'est du design, enfin de toucher la bouteille, elle a un certain design. Là, c'est un profil d'utilisateur, etc. Donc, une marque, c'est différentes choses. En gros, si vous devez retenir, une marque, ça sert à deux choses principalement. Elle sert en fait à vous identifier, à identifier vos biens ou vos services, donc ce que vous vendez de la concurrence, et à vous différencier aussi de vos concurrents. Donc une marque, c'est un nom, un terme, un signe, etc. Mais en gros, ce que je voudrais vraiment que vous reteniez, c'est qu'une marque vous sert à vous identifier et à vous différencier. Et maintenant, quand on rentre maintenant plus dans le détail, une marque, en fait, c'est plus qu'un logo. J'aime dire que c'est plus qu'un logo parce que beaucoup de personnes, quand je les rencontre, je demande est-ce que tu as une marque? Oui, j'ai un logo. Quand on a un logo, on n'a pas de marque. On n'a même pas, en fait, si on a juste un seul logo même, qu'on les a pas transposés avec les versions pour les réseaux sociaux, etc., on n'a même pas une identité graphique. Donc, une marque n'est absolument pas un logo. Une marque, en fait, est composée de différentes parties. Il y a les éléments matériels de la marque qui vont faire appel au sens, littéralement aux 5 sens. C'est tout ce que vous allez voir, c'est tout ce que vous allez toucher, goûter, etc. Donc, il y a les composantes verbales, forcément le nom de la marque, c'est la première chose, voilà. La signature ou tagline ou slogan. Et puis, il y a les composantes iconiques sur lesquelles on s'arrête très souvent. Donc, le logo, les visuels, les personnages publicitaires, comme par exemple, je vous montrais là la vache qui rit. Et puis, il y a les composantes sensorielles, le design. Quand vous touchez une bouteille Coca, vous savez que c'est une bouteille Coca. Même je suis sur les yeux fermés, vous touchez la bouteille Coca que je vous ai montrée, vous allez savoir que c'est Coca-Cola. C'est aussi les jingles. On peut entendre un jingle, une musique, et tout de suite on sait que c'est le jingle d'une telle marque. C'est aussi les senteurs, le goût. Pour les gens qui sont les vrais aficionados, moi c'est pas mon cas parce que je bois pas trop de soft drinks, mais une personne va vous dire la différence entre du Coca et du Pepsi juste en buvant. Donc voilà. Et puis il y a les parties en fait immatérielles qui va faire appel aux émotions. Là, on veut faire en sorte que les gens se sentent on veut transmettre des émotions aux personnes. Donc, en fait, c'est tout ce qui est, par exemple, en termes de valeurs, quelles sont vos valeurs, quels sont le profil de l'utilisateur. Parce que votre produit ou votre marque ne s'adresse pas à tout le monde. C'est comme je vous montrais tout à l'heure le profil utilisateur de Windows et le profil utilisateur Apple. Dans l'inconscient, on pense plus à une personne qui utilise un Mac, c'est un graphiste, une personne créative, etc. Et puis le PC, c'est plus dans un cadre professionnel. Donc même le profil d'utilisateur, ça fait partie de la définition de la marque. La culture, je pense par exemple aux entreprises. Il y a des entreprises qui ont de très fortes, de grandes cultures d'entreprise. Les attributs, la personnalité et même la tonalité avec laquelle vous parlez à votre audience, tout ça, en fait, ce sont des émotions que vous voulez transmettre. Donc, c'est très important quand on parle de marque et donc on va parler de branding, de comprendre qu'il y a ces éléments matériels et ces éléments immatériels. Et là, en fait, ce qui est très important, ça va être aussi, on va se focaliser, c'est la partie immatérielle. Alors, maintenant, le branding, comment ça marche? Avant, en fait, même de venir sur du branding, donc là, j'expliquais la marque. Il y a aussi parfois, en fait, une confusion chez les gens entre le marketing et le branding, ce qui n'est pas exactement la même chose. Si vous voulez, en fait, avoir un plan marketing, c'est avoir un plan vraiment opérationnel qui est fixé sur le temps. C'est-à-dire, vous allez avoir un plan sur, je sais pas, 6 mois, 1 an, 3 ans, etc. Enfin, ça dépend de l'échéance où vous voulez faire votre stratégie, votre plan marketing. Et en fait, c'est un plan opérationnel qui va détailler comment l'entreprise, en fait, toutes les actions que l'entreprise va mener pour trouver et fidéliser les clients.
C'est pourquoi le marketing travaille vraiment conjointement avec les ventes, parce que le but de toutes les actions qu'on fait quand on fait du marketing, c'est qu'on essaye de chercher et de fidéliser nos clients. Donc, sur quelle plateforme, bon, déjà essayer de les connaître, comment leur parler, enfin, quel message clé, sur quelle plateforme, etc., etc. La finalité de cela, c'est vraiment de chercher et de fidéliser les clients, sans rentrer en fait dans des considérations plus techniques. En marketing, on parle de 4 P, ou des fois il y a même plusieurs P, qui sont le produit, la communication, le prix que l'on fixe et la distribution. Et après, il y en a d'autres. Mais vraiment, si vous voulez, s'il y a quelque chose à retenir, c'est de se dire que le marketing est là, ce sont des actions qu'on va mener pour chercher et fidéliser le client. Ces actions-là sont dans un cadre d'une stratégie globale qui appuie en fait la stratégie de l'entreprise. Vous pourriez, dans l'absolu, vous dire, je veux pas dépenser pour le marketing. Je veux pas mener d'action marketing. C'est pas quelque chose que je conseillerais, mais dans l'absolu, en fait, vous pouvez vous dire, je veux pas faire de marketing. Donc, bon, en gros, je pense que c'est se mettre une balle dans le pied parce que vous aurez pas de stratégie pour aller chercher vos clients, vous aurez pas de stratégie pour les fidéliser, vous saurez pas comment ils vont venir, etc., etc. Bon, je pense pas que ça sera efficace. Alors que le branding, et la grosse différence de cela, c'est que le branding, en fait, quand on parle de marque, c'est à chaque fois que vous avez, en fait, que vos clients ont une interaction avec vous, et quand je parle de vous, ça peut être vous personnellement, mais ça peut être vos employés, ça peut être vos produits, ça peut être quand ils vont sur votre site internet ou sur votre dans votre magasin physique, etc. En fait, à chaque fois qu'ils ont une expérience avec votre entreprise, ça va forger la perception qu'ils vont avoir de vous. Quand je dis vous, de votre entreprise. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pourrez jamais arrêter. Vous ne pourrez jamais empêcher les gens d'avoir une perception de vous. Et la perception que les gens ont de vous, qui peut être fondée sur des critères objectifs ou subjectifs, mais cette perception-là, c'est ce qu'on appelle l'image de marque. Donc, en gros, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que même si vous n'avez pas de stratégie, même si vous ne savez pas ce que c'est que le branding, en fait, c'est quelque chose qui existe de façon continuelle tant que les gens auront une interaction, une expérience avec votre entreprise. Donc, autant dès le départ comprendre cela pour essayer du coup d'avoir une stratégie pour faire en sorte que cette perception-là soit la plus proche possible de ce que vous voulez qu'ils ressentent. Donc voilà, donc je vais vous expliquer le mécanisme. Là, c'est le schéma qui explique le mécanisme du branding. En gros, c'est quelque chose de continu. D'un côté, en fait, on a l'émetteur. L'émetteur, c'est vous. Et votre job numéro 1, et d'ailleurs, c'est votre unique job, c'est de définir votre identité. C'est-à-dire, vous allez définir qui vous êtes. Ça va se faire par les différents, par exemple votre signature, par tout ce qui est votre charte graphique, votre logo, par les éléments immatériels de la marque dont je vous disais tout à l'heure, en définissant qui vous êtes par votre mission, votre vision, votre positionnement. Les piliers de contenu sont aussi des choses qui sont importantes à définir parce que vous voulez être une marque experte, donc définir en fait les thématiques sur lesquelles vous allez vous positionner, sur lesquelles vous allez pouvoir partager votre expertise, au lieu en fait d'être un petit peu partout. C'est bien d'être expert sur des sujets très précis parce que des gens vont venir vers vous par rapport à votre expertise. Donc, ce que votre travail en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment de définir votre identité. Donc, la façon dont vous souhaitez que les gens vous perçoivent. Et je dirais que c'est la seule et unique chose que vous allez maîtriser dans tout le processus du branding. Vous allez vous définir. Donc, ça passe par un travail vraiment de définition, d'introspection, de dire qui on est et de s'affirmer. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez émettre des signaux. Vous allez commencer à communiquer en fait votre identité. Ça se fait par le biais de vos produits ou de vos services.
de votre équipe. Par exemple, pensez la dernière fois que vous avez appelé une entreprise, comment est-ce que le service à la clientèle, en fait, quelle a été votre expérience. Ça se passe par votre magasin, quand je dis magasin, le magasin en ligne ou magasin physique, la communication, et ça se passe aussi par vous-même en tant que représentant de votre entreprise, et comment est-ce que vous représentez, vous portez votre entreprise. Donc, vous allez émettre ces signaux, donc ces signaux qui seront émis, et de l'autre côté, par les différents messages, donc ils sont distillés peut-être sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, etc., etc. Et de l'autre côté, on a en fait les récepteurs. Donc là, en fait, là, c'est la partie que vous maîtrisez, et puis c'est tout. De l'autre côté, on a les récepteurs. Donc, ce sont vos clients, les clients que vous essayez d'atteindre. Ils vont recevoir ces messages-là. Donc, quand je dis recevoir, c'est à chaque fois qu'ils auront une expérience avec votre entreprise, que ce soit par l'achat de produits, que ce soit par votre équipe, donc par exemple service à la clientèle, que ce soit en allant sur votre site internet, en regardant vos réseaux sociaux, etc., etc. Donc, ils vont à chaque fois qu'ils ont une expérience, cette expérience-là va commencer à forger en fait la réputation qu'ils vont commencer et la perception qu'ils ont de vous. Il y a en fait les messages que vous envoyez, et puis il y a aussi d'autres choses que vous ne pouvez pas maîtriser, par exemple des éléments externes. Ça peut être par exemple du bouche à oreille. Peut-être que quelqu'un avait déjà en fait un préjugé, positif ou négatif ou non, mais suite à une recommandation qu'on lui a faite de votre entreprise, et l'expérience va infirmer, enfin l'expérience que cette personne aura avec votre entreprise va infirmer ou confirmer ce préjugé qu'elle avait. Donc il y a des éléments externes que vous ne maîtrisez pas. Ce que vous maîtrisez, ce sont vos messages et comment vous les partagez. Et en fait, quand ils reçoivent tout ça par le biais des différentes expériences, ces gens-là vont développer ce qu'on appelle votre image de marque. C'est vraiment l'image de marque qui passe par les différentes, la réputation, les émotions qu'ils reçoivent, les impressions qu'ils ont, les croyances qui commencent à se développer au fur et à mesure des expériences qu'ils ont avec vous. Donc, l'image de marque, c'est la perception, c'est comment les gens vous perçoivent. Donc, c'est la perception que les gens ont de vous, qui est fondée à la fois sur des critères objectifs ou subjectifs. Quand un branding est très bien fait, il y a une corrélation en fait entre l'identité que vous avez définie et l'image de marque que les gens ont. Et nous, en marketing, ce qui nous intéresse, c'est l'image de marque. D'ailleurs, en fait, on dit très souvent, et ça, c'est une citation de Jeff Bezos, c'est qu'une marque, c'est ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas dans une pièce. Nous, en marketing, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce que les gens disent de vous, c'est ce qui est le plus important. Et si votre branding est bien fait, si vos messages sont bien envoyés, si l'expérience cliente est satisfaisante, cette image de marque-là sera vraiment très très proche de l'identité que vous avez définie. Et c'est le but vraiment du branding. Donc, c'est toujours quelque chose qui est continu. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas arrêter. Tant que vous allez interagir avec les gens, ils auront une perception. Donc, plus tôt vous maîtriserez ça et vous comprendrez ça, plus tôt vous allez commencer à prendre des décisions stratégiques pour peaufiner votre image de marque. Parce que c'est une image, ça met même du temps à se forger chez les gens. Alors, je voulais revenir sur ces différents points que l'on voit ici. Donc, quand je dis en termes stratégiques, c'est vraiment définir ces différents points. Donc, vous allez définir votre mission, votre vision, votre positionnement, les piliers de contenu. Et je voulais revenir sur certains points qui sont un peu difficiles par mon expérience. J'ai vu que des personnes avaient un peu de mal à définir. Donc, je voulais en profiter pour partager des trucs et astuces. La première étant la signature. Donc, il y a en fait, là je vous montrais 3 signatures intéressantes de 3 marques très très célèbres. Dommage parce qu'en fait, là c'était la vidéo de la signature de L'Oréal. L'Oréal en fait, parce que vous le valez bien, il s'avère que cette signature a été créée en 1971 et donc cette année fête les 50 ans de cette signature super iconique qui est même devenue en fait leur mission. C'est plus qu'une signature chez L'Oréal, c'est vraiment une mission. Et cette signature-là, en fait, je voulais juste vous montrer l'historique et vous partager l'historique de ça, comment ça a été créé, parce que
ça partait vraiment d'un féminisme. En 1971, en fait, la personne qui a créé cette signature, c'était une jeune dame, je crois qu'elle était copywriter, je crois, qui travaillait chez L'Oréal. Elle avait une vingtaine d'années. Et elle était comme ça en réunion, et en fait c'était une époque où la beauté des femmes était dictée par les hommes. En fait, dans les publicités, à chaque fois qu'on voyait les femmes, cette beauté-là, ce sont des hommes qui étaient dans les agences qui définissaient ce que c'était que être belle pour une femme. Et là, cette petite jeunette d'une vingtaine d'années, c'est elle qui a en fait le premier slogan, la première signature, c'était parce que je le vaux bien, qui est ensuite dans les années 90, c'est devenu parce que vous le valez bien, et puis maintenant c'est parce que nous le valons bien. Ils ont un petit peu modifié pour être beaucoup plus inclusif, et qui voulaient pas que en fait la femme, l'imaginaire de la femme de L'Oréal ne soit pas une personne égoïste et égocentrique, mais le message est toujours le même. C'était la première fois, et c'était vraiment une révolution dans le monde de la beauté, parce que c'était la première fois que les femmes définissaient leurs propres critères et qu'elles voulaient être belles, non pas parce que c'était des hommes qui décidaient qu'est-ce que ça voulait dire être belle, mais vraiment parce qu'elles se disaient je le vaux bien, si j'ai envie d'acheter des produits de beauté et de me sentir bien, voilà, je le vaux bien. Donc il y avait vraiment en fait tout ce qui était émancipation des femmes. Voilà, donc là c'était un copier-coller en fait. C'était la vidéo anniversaire là que je vous ai montré, mais c'était un copier-coller là si vous lisez le texte en fait qui montre en fait l'essence, comment L'Oréal a vraiment pris quelque chose qui était défini par les hommes, en fait, qu'est-ce que c'est être belle pour une femme, et l'a transformé en quelque chose de puissant où les femmes se sont accaparées leur beauté. Et d'ailleurs, ça se voit dans les pubs L'Oréal, il y a des femmes de tous les âges, donc notamment en fait, il y a des actrices, et on sait que dans le monde du cinéma, après 40 ans, on est trop vieille, on n'a plus des rôles, alors que la beauté chez L'Oréal, les femmes de L'Oréal, c'est intemporel, elles sont de toutes les couleurs de peau, de tous les âges, etc. Donc c'est quelque chose d'universel, et puis c'est les femmes qui redéfinissent leur code. Et là, c'était juste l'histoire c'était une vidéo qui vous montrait en fait l'histoire de la genèse, de la création de cette signature qui est devenue iconique, qui a été traduite dans plus de 40 langues, voilà, et qui est d'un militantisme et qui est devenue vraiment en fait la mission de L'Oréal. C'est qu'au-delà juste de la signature, L'Oréal investit dans des projets pour aider des femmes dans le monde entier, pour l'émancipation des femmes, etc. Donc voilà. Je voulais venir sur quelque chose qui est la signature d'une entreprise, parce que c'est aussi quelque chose à laquelle il faut penser quand vous lancez. Et pour qu'une signature soit efficace, j'avais juste ces points à partager avec vous. En fait, il faut qu'elle incarne votre marque. Il faut vraiment, en fait, quand je dis qu'elle incarne votre marque, ça requiert en fait que vous sachiez qui vous êtes, parce que cette signature-là va traduire qui vous êtes. Donc, il faut qu'elle incarne votre marque. Il faut qu'elle suscite des émotions, forcément, des émotions positives. Mais il faut qu'elle suscite des émotions. Il faut qu'elle soit originale et unique, donc qu'elle se démarque de la concurrence. Je conseille pour les gens qui font un brainstorming, d'ailleurs il faut faire un brainstorming d'idées. Des fois la première idée c'est peut-être pas la bonne, après on la peaufine, mais c'est toujours regarder ce que fait la concurrence, quelles sont les signatures qui sont au niveau de la concurrence, pour déjà même comprendre en fait les mots-clés peut-être qui sont utilisés dans votre secteur. Et aussi ne pas en fait réécrire ce que d'autres personnes ont écrit. Donc pour vous démarquer, il faut aussi savoir l'existant. Pour se démarquer de l'existant, il faut connaître l'existant. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire un peu en fait une étude concurrentielle des différentes signatures. Il faut qu'elle soit facile à mémoriser. Et d'ailleurs, c'est pour ça que on répète, parce qu'il faut qu'elle soit facile à mémoriser. Donc, si vous avez le sens de la formule, c'est très bien. Notamment, parfois, en fait, des sonorités. Il faut qu'elle soit un peu chantante, comme ça, les gens la retiennent facilement. Donc, il faut que ce soit quelque chose de facile à mémoriser. Il faut qu'elle soit concise. Donc, on n'est pas là à écrire des paragraphes. Mais, et là, c'est le mais, il faut qu'en fait, en même temps, elle est concise, mais les mots que vous allez choisir ont un sens significatif. C'est pas pour rien que vous les choisissez. Il faut qu'elle se concentre sur les bénéfices.
Votre signature ne va pas parler à tout le monde. C'est comme vos produits ou vos services. Vous ne vendez pas à tout le monde. Vous n'êtes pas là pour plaire à tout le monde. Vous êtes là pour plaire à votre clientèle cible. Et pour cela, en fait, il faut que vous connaissiez cette clientèle cible. Il faut que vous connaissiez quels sont les écueils, les challenges, etc., auxquels elle fait face. Comme ça, en fait, votre signature va se concentrer sur les bénéfices qui vont, d'une certaine façon, en fait, résoudre leurs problèmes. Il faut que votre signature soit intemporelle. Il ne s'agit pas en fait d'utiliser, je dirais, il faut proscrire les mots, les buzzwords, en fait les mots qui sont à la mode maintenant, mais dans 10 ans, peut-être qu'on va plus dire ça. Vous savez, dans 10 ans, on va dire oh mon Dieu, je parlais comme ça, c'est pas possible, non. Donc vraiment se focaliser sur des mots. Il faut pas utiliser du jargon que personne ne comprend parce qu'il faut que ce soit facilement compréhensible. Mais il faut aussi qu'elle soit intemporelle. Vous avez vu L'Oréal, ça fait 50 ans qu'ils ont cette signature. Ils ont juste changé de je, tu, nous, mais le message est le même et la mission qu'ils ont et qu'ils portent est la même. Et parce que votre signature incarne votre marque, elle est aussi de façon intemporelle. Vous n'allez pas changer de valeur du jour au lendemain. Vous n'allez pas changer votre vision, votre mission comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, pensez à une signature qui va bien vieillir également. Et forcément qui s'adapte à différentes plateformes parce qu'elle sera martelée partout, elle sera martelée, c'est pour ça qu'elle est très souvent en signature à côté du logo parce qu'on la martèle. Donc on peut l'adapter assez facilement. Donc là, ce sont des petits trucs et astuces pour quand vous créez des signatures, mais bon à savoir. Et c'est quelque chose auquel il faut penser. Ça a l'air comme ça d'être juste une petite phrase tout simple, mais ça prend des fois du temps, de la réflexion, d'essayer de trouver la bonne formulation, le petit mot chantant, etc. Il n'y a pas de règle. Il y a des signatures qui sont des injonctions, il y a des signatures qui sont des questions, il y a des signatures qui sont des affirmations. Il n'y a pas de règle. La règle, c'est vraiment aussi d'être vous. Donc, vu que votre signature, d'une certaine façon, elle transpose votre raison d'être. Donc, même la façon dont vous allez, la tonalité, c'est votre façon de parler en fait avec votre audience. Donc, ça fait partie de votre personnalité, donc ça fait partie de votre marque exactement également. Autre chose que je voudrais que j'ai remarqué que des gens ne pensent pas quand ils pensent pas, qu'ils oublient très souvent en fait, j'ai envie de dire, quand ils se lancent, c'est d'avoir une identité visuelle. Il faut savoir que quand je vous disais la différence entre marketing et branding, en fait, vos actions marketing vont être d'autant plus percutantes et efficaces que vous avez un branding qui est fort. Donc, avoir une identité visuelle, ça fait partie vraiment prenante. Ça fait partie en fait des premiers sens qu'on voit, voir. Donc, ça fait vraiment partie prenante de votre identité de marque. Et pensez dès le départ à essayer d'avoir une charte graphique. Si vous n'avez pas une agence ou si vous n'êtes pas quelqu'un qui fait du marketing, en gros, la base de la base de la base, parce que le but, c'est d'avoir de procurer une expérience en termes d'identité visuelle cohérente pour votre audience, que ce soit qu'ils aillent sur votre site internet, qu'ils aillent sur vos réseaux sociaux ou ailleurs, etc. Mais quelque chose de cohérent. Et puis même, en fait, la cohérence de cela va permettre aussi de mieux mémoriser votre marque parce qu'on va être habitué à avoir les mêmes couleurs, avoir la même typographie, avoir le même type d'univers de photos. Donc, c'est des choses, en fait, la palette de couleurs, la typographie et puis les photos, l'univers photographique visuel, c'est la base. C'est vraiment la base. Après, une charte graphique, on peut l'étayer avec beaucoup plus de choses, mais la base quand vous vous lancez, c'est au moins essayer de définir ces trois choses-là. Vraiment, vous n'avez pas besoin d'être un grand marketeur, mais au moins les trois choses, palette de couleurs, typographie, univers photo, univers de visuel. Là, c'était un exemple, là je montrais un exemple pour une cliente qu'on avait fait, qui est une charte vraiment très basique, mais au moins
Là, vous voyez que si je navigue sur ces différentes appareils, il y a une cohérence. Et c'est très important aussi, ou également pour mémoriser de la part du consommateur. Et je voulais également vous dire que le meilleur atout que vous avez et en termes de branding, c'est vous. Vous êtes en tant qu'entrepreneur, en tant que fondateur ou fondatrice, vous portez votre entreprise. Personne va mieux la porter que vous. C'est vous qui savez pourquoi vous avez envie de réveiller le matin pour faire ce que vous faites. C'est vous qui savez pourquoi vous avez cette vision, je sais pas, de changer le monde ou ce que vous essayez d'accomplir. C'est vous qui vraiment portez cela en vous. Donc vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes en fait le premier représentant de votre entreprise et vous devez vous penser en tant que marque. Pas juste en tant qu'individu, enfin si en tant qu'individu, mais vraiment vous pensez en tant que marque. Et donc là, je voulais toucher un peu au branding personnel. Alors, ça commence déjà en fait la première notion. Je sais pas si des gens ici ont l'habitude de taper leur nom sur Internet. Moi, je le fais quasiment chaque semaine. Ça permet de voir l'e-réputation. Donc, l'e-réputation, c'est l'une des bases. En fait, c'est l'influence des contenus visibles sur le web concernant une entité qui peut être publiée par cette entité ou non, mais en tout cas qui va influer sur la perception que les gens auront de cette entité. Donc, l'e-réputation, c'est vraiment une chose aussi que moi je conseillerais aux gens de commencer à essayer d'en tenir compte ou de faire plus attention, c'est faire attention à leur e-réputation. Et faire un exercice, des fois c'est assez intéressant quand je demande aux gens, c'est taper votre nom sur Google et puis regarder tout ce qui sort. Des fois il y a des gens qui sont étonnés parce que certaines personnes ne se rendent pas compte que certaines choses qui sont publiées après, c'est à la vue et le su de tous. Donc voilà. Mais vraiment essayer l'e-réputation, je vais y arriver. Donc c'est la perception que les gens ont de vous sur la base des contenus visibles qui existent sur vous sur le web. Il faut savoir que ces contenus peuvent être des contenus que vous avez publiés. Donc, par exemple, un article de blog où vous avez fait des publications sur LinkedIn, etc. Bon, vous avez publié ces contenus. Mais il y a aussi des contenus que vous n'avez peut-être pas publiés. Par exemple, vous êtes parti à un événement, on a pris une photo de vous et puis un journaliste a écrit un article de cet événement et on a mentionné votre nom. C'est pas vous qui avez publié ce contenu, vous vous retrouvez sur Internet en disant que telle personne est partie à un événement tel jour. L'e-réputation, comme chaque chose qui a trait au branding, comme je vous le disais, la seule chose que vous pouvez maîtriser, c'est vous ne pouvez maîtriser que vos actions, mais vous ne pouvez pas maîtriser les actions des autres. Donc l'e-réputation, dans une certaine mesure, vous ne pourrez pas totalement la maîtriser, puisque il y a aussi des contenus qui peuvent être visibles sur vous sur le web que vous n'avez pas publiés. Du coup, en sachant cela, par exemple, quand vous êtes entrepreneur, vous allez peut-être commencez à réfléchir, si vous commencez à penser de vous-même que vous êtes une marque, vous allez commencer à réfléchir de manière beaucoup plus stratégique, peut-être en faisant le choix sur, je vais donner un exemple très bête, mais le choix sur les événements peut-être où vous voulez aller. En fait, vous dire à chaque fois, je suis une marque, à quoi est-ce que je veux m'associer? Qu'est-ce qui est bénéfique pour moi, pour mon entreprise, pour l'image de marque, donc la perception que les gens auront de moi. Donc, si à chaque fois vous commencez à vous penser en tant que marque, vous allez commencer stratégiquement, même dans votre façon d'interagir, etc., à être beaucoup plus stratégique et en vous disant qu'est-ce qui va bénéficier mon image de marque, la perception que les gens ont de moi et assurer une cohérence qui va permettre en fait de vous reconnaître dans votre expertise parce que qu'on va penser à vous, on va penser à vous sur votre expertise. Alors
le branding personnel, qu'est-ce que c'est ou pourquoi est-ce que c'est avantageux pour vous de vous penser en tant que marque? Il y a plusieurs raisons à cela. Parce que peut-être, en fait, avoir une cohérence et se penser en tant que marque, ça peut vous aider lorsque vous avez envie de partager en tant qu'entrepreneur, je veux dire, partager votre parcours, inspirer d'autres personnes, donner un visage humain à votre entreprise, asseoir votre expertise, développer votre notoriété, attirer les bonnes personnes, construire votre réseau, etc., etc., etc. Donc, on développe un branding personnel pour différentes raisons, mais c'est notamment, enfin, c'est surtout pour se vendre, enfin, c'est se vendre et influer sur la perception que les gens auront de nous. Ces gens-là, ça peut être, peut-être qu'on essaye d'attirer, en fait les bonnes personnes pour nous aider dans notre aventure entrepreneuriale, où on essaye en fait de séduire de nouveaux clients ou d'inspirer d'autres personnes, etc., etc. Il y a tellement de bonnes raisons pour lesquelles on a tout intérêt à se penser en tant que marque, mais comme je vous le disais, vous d'autant plus parce que vous êtes le représentant de votre entreprise, vous portez votre entreprise, et la vérité c'est que notamment lorsqu'on est en démarrage, les gens en fait, qu'est-ce qui va vous différencier d'une autre entreprise? Bon, au début, peut-être que vous n'avez pas encore beaucoup de projets ou vous n'avez pas une très grande notoriété. Être une petite entreprise, ça n'a pas beaucoup d'avantages sur un point de vue marketing. Pourquoi? Parce que les gens, les consommateurs, ont tendance à acheter des choses qui vont les rassurer. C'est pour ça que les publicitaires vont dépenser beaucoup d'argent en publicité, etc. Parce que plus je vais voir le message, etc., plus ça va me rassurer. Donc, si j'ai acheté entre deux entreprises, une très grande entreprise connue, bon, bah, sa notoriété, elle n'est plus à faire. Je sais à quoi m'attendre si j'achète ce produit-là. Et une petite entreprise que je ne connais pas, voilà. Pour un consommateur, il faut se dire que il aura une prédisposition à aller vers la grande entreprise parce que ça va le rassurer. La différence, et c'est là où vous, en tant que fondateur et votre personnalité, vous en tant que marque, vous pouvez vous démarquer parce que vous allez peut-être pouvoir séduire ce consommateur-là par votre histoire personnelle, en expliquant, bon bah ok, peut-être que j'ai pas encore beaucoup de clients, mais voici la vision que j'ai du monde que je veux changer, voici la raison pour laquelle je me suis lancée, et vous en fait votre histoire personnelle va toucher le consommateur. C'est pour ça que j'encourage vivement, notamment les entrepreneurs qui se lancent, à véritablement commencer à se penser en tant que marque et à essayer de se créer leur histoire pour la raconter et pour se démarquer. D'ailleurs, en fait, les différentes étapes pour bâtir justement son branding personnel. Alors, la première étape, c'est véritablement de trouver son identité. Dans cette première étape, vous allez faire un travail d'introspection. C'est vraiment vous dire parce qu'en fait le but c'est pas d'avoir une fausse identité. C'est vraiment vous révéler vous, parce que plus vous serez vrai, plus vous serez naturel, plus vous allez attirer les bonnes personnes qui vont adhérer à qui vous êtes comme vous êtes, sans vouloir changer. Donc au début, vous allez par contre faire un travail d'introspection pour essayer de mettre en avant vos avantages. Donc, pendant cette étape-là, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que je me suis lancée, quelles sont mes passions, mes intérêts, quelle est ma vision du monde, mettre en avant certains traits de vos personnalités, quelles sont vos compétences, quelle est votre expertise, en quoi vous excellez, qu'est-ce que vous faites mieux que d'autres personnes. Qu'est-ce que vous a poussé à vous lancer en affaires? En fait, toutes ces questions-là, au début, on fait un travail d'introspection pour essayer comme ça, d'essayer de commencer à trouver des messages clés qui vont vous différencier et qui vont en fait peu à peu, je dirais, bâtir votre histoire personnelle qui va vous différencier d'une autre entreprise. Par exemple, moi, je fais du marketing il y a
énormément de personnes qui font du marketing. Je veux dire, c'est un secteur extrêmement concurrentiel. Mais j'ai fait le choix, par exemple, de travailler pour des entreprises qui sont porteuses de sens, dans vraiment le sens où ce sont des entreprises qui font avancer des missions et essayer de changer le monde de manière positive. Ça fait que, par exemple, il y a des projets que je ne prendrai pas. Je ne prendrai pas, par exemple, je vais donner un exemple très bête. Je prendrai pas des projets qui ont, par exemple, attrait au tabagisme, par exemple. C'est pas en rapport avec mes valeurs, et je choisis autant mes clients qui me choisissent. Mais c'est parce que je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais à qui je veux parler. Et ça fait partie de mon identité. C'est quelque chose où j'ai pris le temps de vraiment réfléchir, à me dire, OK, j'ai des compétences en marketing, il y a plein de gens qui ont des compétences en marketing, mais qu'est-ce qui me passionne le plus? Comment est-ce que je peux utiliser mes compétences pour faire quelque chose qui va me passionner et qui va me rendre heureuse, pas juste avoir un métier, voilà. Donc, j'ai fait ce travail-là d'introspection. Donc, je vous invite, ça c'est une première étape, c'est vraiment de trouver son identité pour la définir. C'est comme on a vu tout à l'heure, ça c'est ce que vous maîtrisez dans tout ce qui est branding, c'est votre identité. Donc, il faut prendre le temps de se connaître et de se définir. Ensuite, il faut savoir à qui on parle. Donc, on va définir sa cible. Quand vous vendez un produit, vous ne vendez pas à tout le monde. Vous n'essayez pas de plaire à tout le monde. Vous devez vraiment connaître votre cible. Et quand je dis connaître votre cible, c'est vraiment connaître votre client. Quels sont vos clients idéaux? Quelles sont leurs difficultés, leurs problématiques? Parce que forcément, si vous avez lancé votre entreprise, c'était parce que vous étiez là pour apporter des solutions à des gens. Vous l'avez pas juste lancé comme ça pour vous faire plaisir personnellement. Et s'il y a un marché et si vous voulez croître, c'est parce qu'il y a des gens qui ont besoin de vos produits. Donc, vous apportez des solutions concrètes à des besoins réels que des gens ont. Et ça, en fait, vous devez connaître ces besoins-là. Vous devez savoir qui sont ces personnes. Quand on fait du marketing et quand c'est vraiment plus poussé, on a en fait, nous, ce qu'on appelle les buyer personas. En fait, ce sont des personnages semi-fictionnels qui vont représenter différents types de vos clients idéaux, mais on va vraiment dans le détail, aussi bien en fait des données démographiques comme âge, situation professionnelle, maritale, etc., etc., à des données qui sont plus, qui vont plus avoir attrait en fait aux valeurs. Donc, quelles sont les valeurs de ces personnes? Quel est le type de communication qu'ils consomment? Sur quelle plateforme ils se trouvent? Pour essayer de voir en fait les messages clés aussi qui vont les toucher. Donc, vraiment, essayez de connaître, définir votre cible, essayez vraiment de la connaître. Parce que c'est à ces gens-là que vous allez vous adresser, c'est à ces gens-là que votre branding personnel va s'adresser, c'est à ces gens-là que votre signature va le plus parler. Donc, il ne s'agit pas de s'éparpiller partout, il faut vraiment savoir à qui on parle. Ensuite, définissez ou déterminez votre offre. Quand je dis votre offre, vous avez forcément des produits ou des services que vous vendez, mais demandez-vous pourquoi est-ce que les gens ont envie d'acheter vos produits. Donc, de quoi, en fait, votre public cible a besoin? Peut-être que vous avez des produits, mais ensuite, quand vous avez bien défini et compris les problématiques de votre cible, vous allez essayer de peaufiner tout ça. Donc, se demander, en fait, de quoi ces gens-là ont besoin, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer, du coup, et en quoi cela leur est utile. Le but, en fait, les clients, c'est pas juste des gens qui vont aimer votre produit, c'est ce qu'ils vont voir une utilité et c'est assez utile pour eux pour vouloir dépenser des sous. Il y a des gens qui vont vous dire que vos produits sont très bien, mais qui dépenseront pas de l'argent pour vos produits. C'est pas ces gens-là à qui vous vous adressez, c'est pas votre cœur de cible. Vous essayez de vous adresser aux gens qui trouvent que vos produits sont utiles et sont tellement utiles qu'ils sont prêts à dépenser de l'argent pour les acheter. Donc, vraiment comprendre en fait pourquoi ils ont envie d'acheter vos produits et les peaufiner. En quoi votre offre est différente des autres et quelle est votre expertise en fait. Donc, qu'est-ce qui détermine
pourquoi, on revient à pourquoi est-ce qu'ils achèteraient vos produits au lieu d'acheter la concurrence, en quoi vos produits sont différents, quelle est en fait la valeur, on dit unique value proposition, mais la proposition de valeur unique que vous proposez, enfin que vous affirmez et qui va faire en sorte que je vais avoir envie d'acheter ce produit et pas un autre produit. Et ça, en fait, quand je dis ça, parce que là, je parle de branding personnel, c'est le penser en tant que vous-même, en tant que marque personnelle. Si vous êtes, par exemple, un consultant, etc. Et ça s'adresse également d'un branding plus général de votre entreprise. Par exemple, pourquoi est-ce que j'ai envie d'aller à Costco et au lieu d'aller, je sais pas moi, au lieu d'aller à No Frills ou à Loblaws. Costco, quand on y va, on sait qu'on va acheter en grosse quantité, donc on va faire des économies d'échelle puisqu'on achète en grosse quantité. Personnellement, quand je vais chez Metro ou voilà, il y a des produits spécifiques que j'ai envie d'acheter en termes de qualité que je trouve pas forcément dans d'autres magasins. Il y a toujours une raison pour laquelle il y a toujours une raison pour laquelle les gens vont vouloir aller acheter vos produits ou vos services au lieu d'acheter de la concurrence. Donc ça, c'est également quelque chose à déterminer. Et puis la dernière étape, pour avoir discuté avec certaines personnes, il y a des gens qui sont timides, il y a des gens qui sont moins timides. J'ai un peu envie de dire, on peut vous faire des cours, etc. et vous parler de branding, mais à un moment donné, il faut se lancer. C'est comme le vélo, on peut vous expliquer la théorie, mais à un moment donné, il faut faire la pratique et il faut se lancer. Donc, il faut se lancer, lancez-vous et faites-vous connaître, que ce soit votre marque personnelle ou votre marque d'entreprise. Communiquer, c'est quelque chose qu'il faut faire. Pour certaines personnes, on se fait un petit peu violence. Mon conseil, quand j'ai des clients qui sont fondateurs, je leur dis vraiment, c'est à vous de porter votre entreprise. Si vous voulez que les gens croient en vous, vous devez leur montrer que vous croyez en vous. Vous êtes la première personne qui croit en vous. Donc, vous devez vous lancer. C'est pour certaines personnes, je sais que c'est intimidant. Il y a des gens qui n'aiment pas qui n'aiment pas se mettre en avant mais il faut le faire. Quand vous le faites, il faut aussi avoir une stratégie. C'est pas juste on se lance comme ça, notamment si vous communiquez sur différentes plateformes. Adopter une stratégie de contenu des médias sociaux. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire, chaque plateforme a plus ou moins sa ligne éditoriale. Donc aussi, quand vous utilisez ces plateformes, comprendre, on va pas faire je crois que c'est l'image d'après que je vais vous montrer, mais on va pas faire du Tinder sur LinkedIn, par exemple. Il y a des plateformes, chaque plateforme a plus ou moins sa ligne éditoriale. Donc maîtrisez cela. Racontez votre histoire. Ça, c'est la chose qui va vraiment faire la différence. C'est raconter. Il faut montrer en fait un visage humain à votre entreprise. Et surtout, si vous êtes une petite entreprise, les gens ont envie. Comme j'ai dit en même temps, les consommateurs, ils ont une prédisposition à vouloir acheter des choses qui vont les rassurer. Donc, je connais cette entreprise, je connais l'efficacité, donc j'ai envie d'acheter. Mais quand vous êtes une petite entreprise, et c'est ça qui va pour vous, en fait, va jouer en votre faveur, c'est vraiment raconter votre histoire. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment connaître votre identité. Donner un visage humain. Les gens ont envie ils ont envie de vous encourager. Ils ont envie de vous donner le coup de pouce. Mais pour cela, il faut juste qu'ils apprennent à vous connaître. Donc, il faut que vous vous lanciez. Diffuser des messages cohérents. Donc, l'une des choses vraiment très importantes du branding, c'est la cohérence, que ce soit la cohérence visuelle, comme je disais, l'expérience que j'ai sur votre site et l'expérience que j'ai sur votre plateforme ou votre service à la clientèle, ou même vous, quand je vous vois et que je parle avec vous en tant que fondateur, voilà, il faut qu'il y ait une cohérence et que cela soit en symbiose avec vos valeurs. Donc, il faut diffuser des messages cohérents. Un conseil que je donne à certaines personnes, parfois qui ont peur de se lancer ou qui sont en recherche d'inspiration, c'est des fois aussi suivre des gens qui vous inspirent, des personnes inspirantes. Regardez comment elles font, comment ces personnes-là, parce que vous savez,
à la fin de la journée, on est tous des êtres humains. Et vous serez surpris, ces personnes-là, super inspirantes, qui ont beaucoup de personnes qui les suivent. Et quand elles vous racontent comment elles se sont lancées au début, la plupart disent, bah oui, j'avais peur au début, et puis je me suis lancée, et puis petit à petit, j'ai bâti ma communauté, etc., etc. Donc, c'est parfois aussi très intéressant de suivre des personnes qui vont vous inspirer. Voilà. Et puis le but de manière ultime, c'est vraiment d'essayer de créer sa communauté, les gens qui vont vous suivre et qui vont vous encourager. Donc, je dirais que développer une image de marque personnelle, c'est une citation du magazine Entrepreneur, c'est d'abord et avant tout découvrir sa vraie nature, puis la faire connaître au monde entier. Laissez tomber son masque, laissez tomber votre masque et n'ayez pas peur d'être vulnérable. On aime les gens qui sont vulnérables, les gens arrivent à s'associer. Des histoires de vulnérabilité, ça parle à tout le monde parce qu'on est tous des êtres humains à la fin de la journée et on a tous nos forces et nos faiblesses. Donc voilà. Et là, en fait, là c'est une image d'une personne, moi, que je trouve inspirante, qui est une fondatrice, elle s'appelle Viviane, et la première fois que je l'ai rencontrée, c'était un événement où elle a raconté son histoire personnelle et tout de suite ça m'avait touchée. Alors cette femme, je crois qu'elle est millionnaire, elle a une ligne de produits capillaires pour les femmes noires. Et en fait, elle a raconté comment elle avait commencé à ses débuts. Alors, elle avait une trentaine d'années, elle s'était retrouvée enceinte, son conjoint l'avait quittée et donc du coup après elle s'est retrouvée mère seule. Et du coup, en fait, quand elle a eu son enfant, c'était vraiment une personne au début elle était à une pente vraiment de sa vie où c'était plus une pente descendante au début. Et quand elle a eu son fils, du coup, ça a totalement changé son état d'esprit parce qu'elle s'est dit, je dois me battre pour lui, je dois me battre pour lui. Et voilà. Et donc, moi, j'ai trouvé cette histoire tellement inspirante parce que cette femme, quand on la voit, si on la suit sur les réseaux sociaux, elle a une personnalité tellement vivante, etc. Et c'est vrai que à chaque fois que je vois ça, je me dis waouh, ça c'était une femme au début qui était vraiment au fond du fond du fond. Et c'est son fils d'une certaine manière qui l'a sauvée. Et puis elle a dit je vais me retrousser les manches, je vais y aller. Et elle a bâti un petit empire des produits capillaires pour femmes afro, ce qui est très inspirant. Donc, s'il y a des gens, vous, qui vous inspirent, n'hésitez pas à les suivre, à connaître aussi comment elles ont commencé, ce qu'elles ont fait, comment elles y sont arrivées. Je vous assure, on est tous humains et puis voilà. Donc, je sais que la question c'était plan d'affaires versus branding, plan de marque, on va dire ça comme ça. La question c'est même pas tellement lequel choisir, c'est plus à quel moment choisir l'un ou l'autre. Bah, j'ai un peu envie de vous dire, quand vous vous lancez, il faut aller sur les deux fronts. Il faut y aller sur les deux fronts. Comme je vous disais, en fait, bien garder à l'esprit que le branding, même si vous n'avez pas une stratégie, c'est au-delà de vous parce que les gens ont toujours une perception de vous. Donc, si dès le départ, vous comprenez cela, bah, d'une manière très stratégique, toutes les décisions que vous allez vous prendre, vous allez vous demander est-ce que ces décisions-là vont aider à avoir une cohérence entre mon identité et la perception que je veux que les gens aient de moi. Ça va vous éviter de vous éparpiller, d'aller à droite à gauche, de ne pas avoir de cohérence. Comme moi je vous disais, moi j'ai commencé mon entreprise, j'avais pas de plan d'affaires en plus pendant 2 ans. Donc moi j'ai plutôt tendance à dire aux gens, vous pouvez vous lancer sans plan d'affaires, mais très rapidement il vous en faut un. Enfin c'est pas vous pouvez vous lancer sans plan d'affaires, c'est que ne laissez pas le fait de ne pas avoir un plan d'affaires être un frein, d'accord? Mais très rapidement, avoir un plan d'affaires, c'est extrêmement important. Moi, je l'avais dans ma tête, je l'avais juste pas écrit en fait sur papier, mais j'avais en fait dès le départ quand je me suis lancée
vraiment une idée de mon branding. Je savais qui j'étais, je savais ce que je voulais. En fait, après plus de 10 ans de marketing, j'avais vu le bon et le mauvais côté du marketing. Je savais les choses que je voulais pas faire en marketing. Je savais exactement à qui je voulais m'adresser, quel type d'entreprise je voulais aider. Je savais quels étaient mes points forts et comment est-ce que je pourrais aider ces entreprises-là et en même temps vivre de ma passion. Donc, très tôt, en fait, j'ai pu avoir, j'ai mis en place, en fait, j'ai fait des choix, en fait. J'ai fait des choix qui ont été en raccord avec mon identité que j'avais. Et ça m'a permis, comme ça, d'avoir des clients au début parce qu'ils adhéraient, en fait, à ma vision. Ils avaient, et puis, ils avaient envie de donner le coup de pouce en disant, waouh, elle a une super bonne idée ou ce qu'elle fait, c'est excellent. On va l'aider, on va lui donner des projets. Donc, autant j'avais pas un plan d'affaires écrit au début, mais j'avais un branding vraiment, je savais exactement qui j'étais, ce que je voulais. En conclusion, moi je vous dirais, allez sur les deux fronts. Le plus tôt vous maîtriserez les deux, le mieux c'est, parce que vous les aurez en fait tout au long de votre aventure entrepreneuriale. Comme je vous disais, le plan d'affaires, c'est pas quelque chose que vous allez faire une fois et va être figé. C'est un outil de gestion et c'est aussi un outil de vente. Donc, pour vous vendre, pour demander des financements, etc., plus tôt vous en avez un, mieux c'est. Et puis, votre branding personnel, ça va permettre d'asseoir l'image de marque que les gens ont de vous. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ça prend aussi du temps. Donc, pour cela, il faut que vous construisez une certaine cohérence dans le temps pour que les gens commencent à connaître votre expertise et que les gens vont vers vous, vers votre entreprise en se disant « Waouh, c'est parce que cette personne-ci, je sais que c'est l'expertise de son entreprise. » Et puis, dites-vous que vous êtes le meilleur si vous êtes fondateur, vous êtes le meilleur représentant de votre entreprise, c'est vous qui portez votre entreprise, vous êtes le meilleur ambassadeur pour votre entreprise et que n'hésitez pas à penser de vous en tant que marque, à vous mettre de l'avant et puis si vous avez besoin d'inspiration, il y a maintenant tellement de fondateurs, de personnes inspirantes, n'hésitez pas à les suivre et à les connaître. Et voilà, merci. J'ai fini. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. N'hésitez surtout pas à écrire dans le chat si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit, ou même si vous avez, je serais curieuse de savoir si vous avez commencé, à mettre en place votre stratégie de marque, ou est-ce que le branding, c'est un petit peu plus clair pour vous? N'hésitez pas. Alors, Khadija, j'ai vu que tu avais posé une question. J'espère que du coup, j'ai répondu à ta question. C'était une marque et quelque chose que vous représentez. J'espère avoir répondu à ta question. Je ne sais pas si tu avais d'autres questions à ce sujet. N'hésite pas. Ah, ok. Ok, je suis très contente. Merci Maria pour ton feedback. Ça me fait plaisir. J'espère que je suis contente de savoir que maintenant pour toi le branding c'est très clair. Enfin, en tout cas c'est plus clair. Merci Khadija. Je suis contente d'avoir répondu à ta question également. Et c'est vrai que oui, ce sont des choses qui paraissent comme ça un petit peu compliquées, mais c'est vrai que si on les maîtrise dès le départ, ou qu'on comprend du moins les tenants et les aboutissants, ça nous permet de faire en fait, de prendre du moins des décisions stratégiques qui vont permettre d'asseoir une image de marque, du moins celle qu'on souhaiterait que les gens aient de nous.
Enchantée, Calixte. Je suis contente que tu as apprécié la présentation. Ça me fait plaisir. Merci. Bon, en tout cas, je suis contente d'avoir pu partager ça avec vous. Moi, c'est ma grande passion, en fait. Merci, Edith. Moi, c'est ma grande passion de branding et c'est ma grande passion, en fait, de raconter des histoires de marques. Et c'est vrai que une grande partie de mon travail, c'est de connaître ces marques, donc c'est de définir leurs identités. C'est ce que je fais un petit peu au quotidien, donc c'est quelque chose qui me passionne. Et de pouvoir ensuite étayer ces différents messages clés aux bonnes personnes. Je vois qu'il nous reste 5 minutes. Rose, je ne sais pas si toi, tu avais des questions ou j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Oh, Daniel, as-tu connu des échecs de branding au cours de tes parcours? Dans quel sens, en fait, Daniel? Des échecs de branding, de projets que j'ai menés ou est-ce que tu pourrais juste préciser un petit peu ta question? Comme ça, je pourrais te répondre. Quelle fourchette de prix si on doit proposer à des clients? Alors, le prix est quelque chose de très intéressant. Edith, vu que tu as posé une question sur le prix, il faut savoir que les gens, en fait, n'achètent pas... Ce que les gens achètent, c'est pas un prix, vraiment. C'est plus la valeur de la chose. Et c'est quelque chose de totalement subjectif. Je vais prendre un exemple. Par exemple, un smartphone. Il y a des gens qui sont prêts à faire une file d'attente toute une nuit pour le dernier iPhone et dépenser je ne sais pas combien, alors qu'un téléphone en soi, c'est pour appeler les applications. En gros, on les a tous. Donc, et c'est ça où avoir un bon branding, justement, avoir une belle image de marque forte peut faire la différence sur le prix. Donc, il y a beaucoup de paramètres pour déterminer un prix. Il y a la fourchette du marché, par exemple. Il y a ton positionnement. Mais quand tu es une marque, enfin, quand tu as une marque, justement, et qui a une identité forte et connue et je dirais une image de marque forte, tu peux te permettre, comme l'iPhone, de mettre des prix pour des produits qui, en soi, en termes de fonctionnalité, sont les mêmes que, je sais pas, un autre smartphone. Mais les gens, ils achètent pas juste. C'est pour ça on se dit, en fait, le prix c'est très subjectif parce que les gens n'achètent jamais le prix. Pourquoi est-ce que des gens décident d'acheter un Mac et pas un autre ordinateur? Parce que le Mac, dans l'inconscient, c'est pour des gens qui sont créatifs. Donc, on s'imagine quelqu'un de créatif. Et si, par exemple, vous êtes dans le marketing, le design, ne pas avoir un Mac, c'est un peu vu comme vous êtes un peu la bête noire. Comment ça, vous n'avez pas de Mac? Donc, le prix, je dirais que c'est quelque chose de subjectif. Il faut que tu te demandes quel est ton positionnement. Est-ce que tu es dans du positionnement bas de gamme, haut de gamme, moyenne gamme? Bon, comment est-ce que tu te positionnes? Et quel est dans ton positionnement, on va dire le marché en fait, quelle est la fourchette, les prix qui sont appliqués en fait sur le marché. Et puis surtout te demander, et ça vient toujours par rapport à ta cible, quelle est la valeur que les gens donnent? Parce que à la fin de la journée, c'est la valeur que les gens donnent à ton produit, l'utilité qu'ils ont vue et combien ils sont prêts à payer. Et ça, c'est toujours vraiment un peu subjectif. Daniel, oui, j'ai des projets qui ne marchent pas. Des projets qui n'ont pas marché, personnellement, que j'ai fait, non. J'ai pas d'exemple de projets qui n'ont pas marché. Après, j'essaie de trouver si j'avais des échecs en branding. De projets personnels, non, mais il peut y avoir des échecs dans l'absolu. Par exemple, un échec, ça peut être ne pas bien connaître sa cible.
dans le sens où s'il n'y a pas c'est pour ça que c'est aussi très important et de se connaître et de savoir à qui on parle, parce que on peut avoir un message si vous connaissez pas votre cible, si vous savez pas quels sont les mots clés, les messages qui vont susciter leurs émotions, etc. Vous pouvez passer à côté en fait d'une campagne. Vous pouvez vous définir, mais en fait vous essayez d'atteindre des gens qui ne résonnent pas, en fait, dont les messages que vous allez envoyer, les signaux là, ne vont pas les toucher. Donc ça peut être un échec dans l'absolu, je dirais. Parce qu'il y a se connaître, mais aussi savoir à qui on parle et bien connaître sa cible. Donc, je pense que ce sont deux choses aussi très essentielles. Alors, Edith, parce que j'ai parfois des TPE qui démarrent, veulent un site internet car ils pensent que c'est le début et je commence à demander s'ils ont une plateforme de marque et ils pensent que c'est du luxe. Parce que j'ai parfois des TPE qui démarrent, veulent un site internet quand ils pensent que c'est le début. Et je commence à demander s'ils ont une plateforme de marque et ils pensent que c'est du luxe. Alors, si je comprends bien, Edith, ta question, tu demandes la fourchette de prix que tu dois proposer à tes clients parce que tu crées des sites internet, c'est ça? C'est quoi ton produit ou ton service? Pour préciser que la question n'était pas pour moi. Ah, ok, d'accord. Tu es messagère pour quelqu'un d'autre. Ok. Ouais, tu développes des sites, entre autres. Ok. Alors, site internet, des prix des sites internet, ça dépend beaucoup du développement. Ça dépend de le site en lui-même. Est-ce que c'est un site d'e-commerce? Est-ce qu'il y a combien de pages? Est-ce que c'est un site bilingue? J'imagine que tu dois avoir des fourchettes de prix par rapport au temps de développement, j'imagine. Et aussi si tu fais du copywriting, etc. La plupart des gens, moi, ça m'arrive de faire des sites parce que je travaille aussi avec des développeurs. On a des fourchettes de prix qui sont après standardisées, mais c'est une base parce qu'un site internet, c'est vraiment, ça dépend en fait si on utilise des templates, des modèles, ou si on le fait, un site internet original sans template. C'est le temps de développement qui en tout cas nous qui va beaucoup influer sur le prix. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Edith. Ou alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Vous avez d'autres questions? Bon, s'il y a... Oh, enchantée, Edith. Alors, ok. Alors, il est 13h30. Du coup, je pense que c'est la fin de la séance. J'étais très contente. Je suis contente pour ceux qui en savent maintenant. Si vous savez un petit peu plus sur le branding, c'est super. J'espère que vous allez mettre en application. Maintenant, pensez de manière un peu plus stratégique vos actions, ce serait bien. Et surtout, je vous souhaite un très bel après-midi et puis de profiter du reste de la journée. Allez, au revoir. À bientôt. Bye bye.